Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle interview et pour le deuxième épisode de l'inspiration de la semaine, je reçois Léa Lombardo. Salut Léa, comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Yes, alors je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et là je viens de me reconvertir, on va dire, après 5 ans dans le marketing digital. Je suis actuellement céramiste. Ok, incroyable. Donc tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois? Ouais, en fin d'année 2023, on va dire en novembre, décembre, le temps que ça démarre et que je puisse avoir mon four qui est raccordé, parce que le four c'est un outil de travail essentiel pour un céramiste. C'était un projet que j'avais en tête depuis, on va dire, déjà 2 ans. Et le temps que les astres s'alignent, que tout soit au vert pour que je puisse me lancer, voilà, c'était fin 2023. Bon, top. De toute façon, on reviendra sur ça juste après. On va commencer par un petit peu ton parcours, on va dire, académique et scolaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton collège et lycée? Comment ça se passait, les résultats que tu avais? Est-ce que tu aimais ça? Est-ce que les cours ça te saoulait? Alors non, les cours ça me saoulait pas. J'ai toujours été assez scolaire pour le coup, pas brillante mais qui bosse et du coup qui a toujours des notes on va dire correctes. J'étais en section scientifique parce que mes parents voulaient absolument, enfin mon père surtout voulait absolument que je sois en section scientifique, mais je n'ai jamais été scientifique de ma vie. J'étais vraiment une catastrophe en maths et tout. Enfin je bossais je pense 3 fois plus que les autres pour avoir des notes vraiment genre moyenne, très très moyenne, et en maths nulle. et donc du coup j'avais fait un bac S. J'avais l'impression d'être en prépa. Pour le coup, je pense que j'ai plus bossé en première et en terminale en S qu'en prépa ensuite. Ah ouais. Tellement il fallait que je rattrape des trucs dans lesquels j'étais vraiment pas bonne, quoi. Mais pourtant, c'était des matières qu'après tu as récupérées en prépa aussi, non? Non, parce que j'ai fait une prépa ENS Cachan, moi. J'ai pas fait une prépa classique pour les écoles de commerce. Et en fait, j'ai une cousine qui a fait ça et qui a eu Dauphine à l'époque. C'est l'équivalent d'une super école de commerce. Qui a fait une prépa qui s'appelle ENS Cachan et qui est très peu connue. ENS Cachan D2 précisément. Moi, j'ai jamais entendu. Voilà. En fait, il y a plein de gens qui connaissent pas et c'est une super voie, on va dire, parallèle pour accéder à des très bonnes écoles aussi. Donc, tu as D2 et D1. D1, c'est pour le droit, D2, c'est pour l'économie. Et en fait, en plus, c'est un parcours qui est hyper riche, je trouve. C'est que tu as la moitié de la semaine des cours en prépa et la moitié de la semaine des cours à la fac. Okay. Et en fait, tu présentes les concours comme si tu étais en fac. Donc en fait, entre guillemets, pas que tu doubles, parce qu'il y a des gens brillants en fac qui passent devant toi. Hein, mais ça ressemble à la médecine, quand les gens ils se font médecine et ils prennent des prépas à côté. Ouais. Et du coup, ils font la fac de médecine et la prépa. Oui, en fait, c'est ça, exactement. En gros, c'est comme si j'étais inscrite à la fac, mais j'avais la préparation de la prépa, qui eux nous coachaient à mort sur toutes les épreuves, on va dire, classiques que tu passes en concours. Et finalement, on a tous eu des super écoles, on avait un bon niveau, mais franchement, c'était top. Et j'aurais jamais eu GEM, donc moi j'ai fait Grenoble École de Management. J'aurais jamais eu GEM si j'étais passée par une prépa ECS classique. Mais donc toi, tu l'as bien vécu ta prépa? De ouf. Moi, j'ai adoré ma prépa. Vraiment, c'était incroyable. C'était pas du tout dans un délire de compétition. Et... Tu es restée dans le même lycée? Non, en fait, D2, c'est à Jean Perrin, à Marseille. Donc, c'est vraiment... Et ils en ont d'autres ou c'est vraiment que ce lycée qui fait ça? Non, il y en a d'autres en France. Il y en a plein. Sur Marseille, je crois que c'est la seule. Mais il y en a peut-être d'autres, je dis peut-être une bêtise, je sais pas. En plus, ça a dû changer depuis, moi ça fait 10 ans. Hein, donc, Et donc, du coup, après cette prépa, tu as fait Grenoble Management? Ouais, en fait, mon parcours à GEM, la première année, c'est une année tronçon que tout le monde fait, générale, avec plein de matières. Mais je l'avais quand même choisi en anglais, totalement en anglais. Donc, ce qu'ils appellent le parcours English Track à l'époque. Parce qu'en fait, j'avais dans le viseur un programme de 2e année d'entrepreneuriat social et d'innovation qui se passait à Vancouver. Alors, pour le coup, à l'époque, moi, je suis pas comme toi. Depuis que je suis petite, je rêve pas d'entrepreneuriat. J'ai pas été perfusée à ça pour le coup. Mais déjà, la localisation me faisait rêver. J'avais hyper envie d'aller faire 4 mois à Vancouver. J'avais trop envie. Et puis, pour le coup, le sujet m'intéressait beaucoup, mais disons que la localisation était en premier avant le sujet du master. Donc j'ai fait ma première année en anglais, ça s'est très bien passé. J'avais les notes pour être acceptée en parcours Vancouver. Mais du coup, t'avais pas l'envie de faire de l'entrepreneuriat après, quoi? C'est vraiment, tu t'es dit, c'est juste... En fait, je me suis dit, ça va m'ouvrir un peu l'esprit. Je vais voir des choses intéressantes. Il y avait le côté social, il y avait le côté innovation qui me plaisait. Mais je me disais pas, il faut que j'aille là parce qu'après je vais être entrepreneur. C'était pas ça ma motivation.
Et donc j'ai été prise dans ce parcours. Donc en deuxième année, en décembre, pour le Nouvel An, je me rappelle, j'étais là-bas pour le Nouvel An, donc je suis partie. Qui est ta 4e année post-bac? C'est ça, mes 2 ans de prépa et ensuite ma 4e année post-bac. Je suis partie donc 3 mois, enfin le parcours était assez short pour le coup. C'était 3 mois et demi à Vancouver. Donc je suis partie faire ce programme-là, c'était incroyable. En termes de contenu, on avait en fait plein de profs canadiens et de partout dans le monde qui venaient et qui nous présentaient des projets d'entrepreneuriat social qu'ils avaient réalisés. Et ça, je trouvais ça génial. Enfin, ils t'en parlaient vraiment déjà avec une passion que tu vois rarement. Et qui en plus avait reversé vraiment quelque chose d'intéressant dans la société. Enfin, on avait notamment une nana qui venait, qui avait monté toute une marque de confiture et de tout ce qui est tapenade, mais en fait qui était faite par des retraités, parce que bon, au Canada c'est pas les mêmes retraites que chez nous, c'est déjà plus compliqué, et des anciens taulards, des gens qui étaient complètement en marge de la société et que elle recrutait pour faire ce genre de travail. Et en fait, c'était génial de voir ça, à quel point ça marchait. En fait. Ouais. Mais en plus, surtout, elle nous donnait des chiffres, ça marchait bien. En termes de RH, ça se passait bien. Elle reversait comme ça, voilà, je trouve, c'était super intéressant. Ouais, mais grave. Il y avait plein de gens qui venaient comme ça nous présenter des projets et on devait en fait nous élaborer un projet pendant ces 3 mois et demi. Et on avait chacun un thème. Nous, c'était l'alimentaire, parce qu'en fait, on nous mettait face au fait que au Canada, plus de 70% à peu près des apports nutritionnels de la journée, en moyenne, sont faits par des snacks. Et du coup, c'est de la malbouffe à mort. Et c'est donc, la culture américaine. Oui, exactement. Vancouver, c'est vraiment côté américain, encore plus que Montréal, tout ça. Mais... Et du coup, nous, on devait élaborer en fait des snacks qui étaient sains pour les enfants. Parce qu'il y avait un taux d'obésité qui était énorme dans les enfants de 0 à 10 ans. Et enfin voilà, tout ça, on a fait donc le packaging, le produit, on est allé sonder les gens dans les rues, dans les magasins et tout. Et on a appris tellement de choses, c'était vraiment super intéressant. Mais encore une fois, quand je suis partie de ce programme, je me suis pas non plus dit « Ok, je vais monter ma boîte ». J'ai appris énormément de choses, ça m'a plu, mais j'avais pas encore ce truc. Ouais, je pense que c'est des petites graines que tu plantes au fur et à mesure dans ta vie, mais je me suis pas non plus dit « Ok, je rentre à Paris, je monte ma boîte ». Quoi. Ouais. J'avais pris ce que j'avais à prendre de ce programme et voilà. Ok. Et après, tu es rentrée à Paris et du coup, tu as terminé... Je suis rentrée à Paris et là, il fallait que je fasse ma césure. Donc, énorme galère quand... Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas... Parce que tu étais obligée de faire une césure. Ouais. Non, tu n'étais pas obligée, mais tout le monde le faisait. Enfin, vraiment, 95% de la promo le faisait. Ouais. Ok. Ouais. Parce que nous, moi, en tout cas, dans mon école et tout, c'est pas du tout le cas. Ok. C'est fou. Il y en a plein qui veulent finir... Ok, le plus vite possible. Ouais. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui font une césure, c'est parce qu'ils n'ont pas validé les stages les années d'avant. Ouais. Et pour avoir ton master, tu es obligé de valider tous les stages. Ok. Et donc, du coup, nous, c'est nos premiers sont stages, un peu dans le manque de temps. Et donc, du coup, ils prennent une césure pour valider des stages. Parce qu'ils n'ont pas fait les stages avant. Ou parce qu'ils n'ont pas fait des stages à l'étranger, ce qui est obligatoire au moins un. Donc, c'est plus pour ça. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup qui font des césures. Quoi. Ok. Et donc là, en fait, la césure, c'est la première opportunité qu'on a de faire des stages de 6 mois. On fait 2 stages de 6 mois, en fait, en général. Et là, en fait, moi, personnellement, j'avais jamais travaillé, à part ce fameux stage de 6 semaines dans une boîte qui est très bien, qui est à Marseille d'ailleurs, qui s'appelle Capsum, qui fait des cosmétiques. Et je m'étais éclatée là-bas, mais tu vois, quand t'as 2 mois sur ton CV, c'est une galère sans nom de trouver un stage, même un stage de 6 mois. Je me rappelle, je pense que j'ai fait genre 180 candidatures dans toutes les boîtes de Paris. J'avais un fichier Excel avec genre le nom du manager, le nom du poste, le lien de l'offre et quand est-ce que j'avais soumis ma truc. C'est vrai que les stages, c'est la galère de tous les étudiants. Mais une guerre sans nom, un stress parce que je me disais mais personne me prend. Surtout que moi, pour la période où tout le monde faisait des entretiens, moi j'étais encore au Canada. Donc je me tapais les entretiens en visio. À l'époque, la visio, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'était pas du tout démocratisé. Ouais, du coup, je sentais que ça allait. T'avais un petit retard sur. Ouais, et puis je sentais que les mecs étaient en mode ah bon en visio, nous ça nous arrange pas, vous pouvez pas venir. Bah non, en fait je suis au Canada. Donc avec le décalage horaire, je me tapais des entretiens à 5h du mat. Habillée en costume comme ça, stressée comme jamais avec une connexion pourrie, l'enfer. Et puis finalement, coup de chance mais monstrueux, j'arrive à avoir du coup mon premier stage chez Sephora, donc quand même énorme boîte chez LVMH, clairement je pouvais pas rêver mieux. Et c'était quoi ta fonction Alors justement, donc c'était assistante chef de projet contenu digital. Okay. Donc j'ai rencontré celle qui a été ma boss ensuite, qui s'appelle Célia Bardi, qui m'a prise en fait tout de suite. Je sais pas, on a eu un bon feeling pendant l'entretien, c'était vraiment chouette.
Et ce qui n'était pas du tout le cas avec tous les gens que j'ai vus pendant mes entretiens de stage, vraiment. Des fois, tu as vraiment une hostilité, tu sens que les gens n'ont pas du tout envie de te prendre dès le début, c'est sympa. Et donc, j'ai fait 6 mois là-bas et je me suis éclatée. Enfin, vraiment, c'était trop chouette. Enfin, c'était un premier stage, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. On m'a emmenée sur tous les shootings. En fait, j'ai aidé à créer le contenu digital pour le compte Instagram de la marque Sephora, donc qui s'appelle Sephora Collection, qui avait presque 2 millions d'abonnés à l'époque. C'était énorme. Enfin, en fait, elles avaient lancé le compte Instagram vraiment au début des marques qui s'étaient lancées. Parce qu'il faut se rappeler de ça, que c'était il y a genre, 8 ans, 10 ans, entre 10 et 8 ans. Donc Instagram n'était pas ce que c'était aujourd'hui. 2 millions, c'était plus que ce que c'était énorme. Vraiment, 2 millions à l'époque, c'était gigantesque. Tout était en anglais parce que c'est un compte qui est international. Okay. Donc moi, j'allais sur les shootings photos. Du coup, j'ai appris à être assistante sur les shootings, à regarder les prises de vue, les photos, à assister aussi pour les make-up artistes. Donc on leur fournissait le maquillage, on sélectionnait les mannequins en amont. Il y avait toute cette coordination-là. Et puis après, poster tout simplement le contenu sur les réseaux avec les bonnes captions, les traductions, faire des stories, parce que c'était le début des stories. Au début, c'était waouh. On essayait de faire des stories tous les jours, mais on n'avait pas assez de contenu, donc c'était un peu homemade aussi, mais c'était hyper enrichissant. Enfin, j'ai vraiment énormément appris. Donc voilà, ça c'était mes 6 premiers mois. Et ma deuxième partie de césure, j'étais assistante chef de produit chez Make Up For Ever, donc c'est aussi le groupe LVMH. Et là, donc, c'était vraiment du développement produit. Pareil, hyper enrichissant, enfin vraiment super intéressant le développement produit, moi ça m'a beaucoup plu. Et on travaillait avec le directeur artistique de Make Up For Ever, qui lui était en fait dans le même bâtiment que nous, et il nous proposait, nous on venait l'enrichir, on va dire, de tout ce qui se faisait sur le marché actuellement. Donc moi je faisais beaucoup de veille, en disant mais voilà, telle marque a sorti ça, c'est telle fini, c'est telle formule, voilà ce que ça rend en portée, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et en fait, pour nourrir la réflexion du directeur artistique, qui lui après nous disait ok, mais si on fait ça, on le fait dans telle teinte. Et en fait, on travaillait tout ce qui était l'esprit de collection aussi comme ça. Okay. Et donc ça a pris 6 mois aussi. Et à l'issue de ça, je suis retournée à l'école. Pour ma dernière année, qui était donc un MSc Design, Fashion, Luxury, aussi à GEM, mais à Paris. Mais ça, c'est parce que t'es justement... Du coup, au début, tu étais en entrepreneuriat et innovation. Ouais. Et après, du coup, tu as rejoint cette branche grâce à tes stages, on va dire, ou est-ce que c'est parce que oui, tu voulais... grâce à mes stages, forcément, ça a aidé à la sélection. Mais c'est ce que tu voulais faire, toi ? Ouais. C'était ton objectif ? Ouais, en fait, je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais voulu bosser dans le luxe. D'ailleurs, Sephora, c'est pas du luxe, Make Up For Ever, c'est pas du luxe non plus, c'est plutôt la branche professionnelle. Ouais. Mais ce master, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que déjà, il n'y avait pas que il y a du luxe, oui, mais ça touchait tous les secteurs, le design, la mode, le make-up, enfin vraiment tout, quoi. Même l'ameublement, enfin vraiment toutes ces maisons de luxe. Mais en fait, ce que j'aime dans le luxe et ce que je voulais apprendre via ce master, enfin ce MSc, c'était plus tout le côté historique déjà, parce que moi, ce qui me fascine dans les maisons de luxe, c'est tout ce qui est histoire, ce qui communique, leur identité, leur image, les défilés de mode, tout l'univers qui travaille autour, que je trouve fascinant. C'est tout le côté business. Comment tu arrives à vendre des sacs à 3 000 ou 10 000 euros? Qu'est-ce que tu vends en fait en plus du produit à ta cliente, l'expérience, etc. Et c'est ça que je voulais vraiment étudier pendant ce master. Mais encore une fois, c'est bizarre parce que j'ai fait ce master, mais pas en me disant ok, en sortant de là, je vais bosser dans le luxe. C'était un truc que je prenais en plus avec moi. Dans mon bagage, un peu partout, mais je suis pas sortie de là en me disant ok go, maintenant il faut que j'aille chez Chanel ou chez Dior ou j'en sais rien, tu vois. En fait, je voulais même pas bosser dans ces marques-là parce que je sais pas, j'ai un peu aussi des a priori où je pense pas que ce soit vraiment mon monde et que ça se passe forcément très bien si je bosse dans ces entreprises-là. C'est pas ça qui te tentait le plus. Non, c'est vraiment juste apprendre, voilà, comment ça a fonctionné, tous ces univers-là, leur business model, etc. Mais sans vouloir bosser dans le luxe. Mais du coup, à ce moment-là, quand tu fais ta dernière année, c'est quoi ton projet post-études? Mon dans quoi tu voulais te lancer? Enfin, dans quoi tu voulais Je voulais bosser dans le make-up. Moi, pour le coup, en fait, j'étais pas une ado avec 150 passions différentes. J'ai toujours bien aimé tout ce qui était projet créatif. Quand j'étais petite, voilà, je faisais du dessin, l'art plastique, comme tout le monde. Hein. J'ai jamais non plus... Enfin, j'ai pas été le Picasso. J'avais pas un don particulier pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai dû chercher des offres pour ma césure, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? J'ai toujours été une grosse consommatrice de make-up, ça m'a toujours plu. J'étais à fond, je faisais tout le temps de la veille, je regardais les marques, etc. Et je me suis dit, s'il y a un endroit où je suis qualifiée, c'est là-dedans.
du fait que je suis une consommatrice quand même chevronnée. Sinon, je voyais pas en fait où est-ce que je pouvais me vendre parce que je sais pas, j'avais pas forcément d'aisance. Donc oui, de toute façon, pour être bon, il faut être dans un domaine qui te parle personnellement. Il fallait que je me lance dans un truc. Je me suis lancée là-dedans. Les deux expériences que j'avais eues m'avaient beaucoup plu, donc je m'étais dit quand tu sors de ce master, ça t'a conforté dans l'idée. Voilà, tu continues à postuler. Donc je cherchais en fait à la base un stage de fin d'études à la fin de mon master. Et en fait, Sephora m'a rappelé en me disant, écoute, une des managers avec qui je travaillais part. Est-ce que ça t'intéresse de prendre le CDI ? Trop bien. Et j'étais encore en études, genre j'étais à 1 mois de la fin de mon parcours. Les étoiles se sont alignées. Ouais, en fait je m'étais déjà plus ou moins, enfin pas engagée, mais j'avais déjà fait des process dans d'autres maisons, Guerlain, etc., qui étaient en bonne voie pour aboutir. Et là je me suis dit, mais attends, je vais pas faire un stage de fin d'études alors qu'on me propose un CDI, en plus dans une boîte que j'ai adorée, dans une équipe que j'ai adorée, donc let's go. Donc j'ai signé alors que j'avais même pas fini mes études, donc je faisais genre un mi-temps parce que j'avais les cours que les matins ou les après-midi. Du coup le matin et les après-midi où j'avais des trous, j'allais chez Sephora, donc ils m'avaient fait un contrat un peu adapté. Et après l'école, ils ont validé le fait que tu sois en CDI et pas en stage pour ta fin d'études. Oui, complètement. Oui, ça ils encourageaient même limite. Hein. Si tu trouvais un CDI, ils étaient contents pour toi. J'en suis pas encore là, donc je sais pas comment ça se passe. En fait, ils te le valident différemment, mais au contraire, si tu as un CDI, ils vont pas dire ah non, vous le prenez pas, vous allez chercher un stage quoi. Donc j'ai été tout de suite en fait en CDI grâce à ça en fait. Ça s'était super bien passé dans mon stage et on m'a rappelé avant même que moi j'ai à les appeler quoi. Trop bien. Trop bien. Ouais. Ok, bon c'est parfait. Et du coup, tu es resté combien de temps chez Sephora ? Et après, pourquoi tu as switché et tu as changé de job ? Alors je suis restée un peu plus d'1 an. On va dire 1 an et 2 mois à peu près de mémoire. Donc j'ai continué à faire ce que je faisais en stage mais en version manager. J'ai même eu des stagiaires et tout. Bon, j'étais hyper jeune, donc c'était quand même assez challengeant d'avoir des stagiaires qui ont 1 an de moins que toi. Enfin, c'est difficile aussi, tu vois, d'avoir ce poste où tu dois les manager, mais en même temps. Faut avoir la bonne posture, mais en même temps, faut pas se prendre pour n'importe qui. Ouais, faut pas être trop la copine, mais en même temps, faut pas non plus. Enfin, je veux dire, on apprenait en même temps, en fait. Ouais, mais c'est bien. C'était trop bien. Franchement, moi, j'ai adoré. C'était vraiment chouette. Alors, pourquoi j'ai changé ? En fait, j'ai eu une rencontre avec. La personne qui m'a employée ensuite, un peu complètement par hasard, d'une connaissance de l'ancienne personne chez qui j'avais fait un stage, qui m'a dit au fait, il y a cette personne si tu veux la rencontrer, il est cool, machin. Donc on s'était vus. Et en fait, cette personne-là m'a proposé un job dans cette boîte qui s'appelle Azurtis Digital, chez qui j'ai travaillé ensuite pendant 3 ans et demi. Et en fait, le switch s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il m'a fait une proposition qui m'intéressait, on va dire, financièrement et en termes de poste. Et moi, je voyais aussi le fait de pouvoir encore continuer à apprendre, parce que c'était un poste qui était différent. Et donc là, et en plus, là, c'est une beaucoup plus petite boîte. Exactement, rien à voir. Sephora, c'est une multinationale que tout le monde connaît. Hein. C'est le plus gros, le revendeur retail, etc. Donc moi, j'ai travaillé chez Azurtis. On était, je pense à l'époque où j'ai été recrutée, ils étaient 5 ou 6. Ok. Ouais, ça change rien à voir. Et en plus, pour le coup, ils étaient en Belgique. Donc j'étais en remote, moi, depuis Paris. Ok. Je travaillais en fait pour une marque, la marque d'une influenceuse belge qui avait une marque de cosmétiques à l'époque et qui aussi a lancé une marque de skincare pendant que j'y étais. Donc j'avais les deux. Je travaillais avec toutes les équipes, ça c'était hyper intéressant et je pense que j'ai appris énormément aussi pour le job que je fais aujourd'hui. C'est que j'avais vraiment une vue sur tout en fait, sur la logistique, sur le développement produit que je faisais aussi beaucoup. Tout ce qui était contenu digital, alors c'est pas moi qui le crée, mais j'avais toujours une vue aussi de ce qui se faisait. Par exemple, si on avait une promo la semaine prochaine et qu'on n'avait pas encore de visuel, je voyais avec les équipes pour faire un visuel, etc. Même en termes de copywriting, les textes marketing, la rédaction des pages produits. Voilà, donc en vrai, ça t'a fait voir c'était vraiment hyper un peu tous les sujets possibles carrément. Dans une boîte. Et c'est plus là, tu vois, que je me suis dit, ok, en fait, c'est faisable. Ouais, c'est pas une montagne. C'est une montagne, surtout parce que c'était une grosse marque. C'est quand même une marque qui fait je sais pas combien de ventes par jour. Donc clairement, je savais que j'allais pas avoir cette échelle-là. Mais je me disais, ok, en fait, tu as vraiment vu tous les postes. Tu sais comment ça se passe pour le développement produit, pour les envois avec les transporteurs, pour la rédaction du site, pour le lancement du site, toutes ces choses-là. Donc déjà, je pense que c'est plus ça en fait qui a fait germer l'idée de ok, c'est possible. Et couplé évidemment avec le fait que je faisais de la céramique en parallèle et que je me disais c'est cool, je recevais des messages d'amis, de proches, etc. C'est quand que tu les vends, etc. Et en fait, si tu mets les deux ensemble, au bout d'un moment, je me suis dit mais attends, moi aussi je peux le faire en fait, ça serait chouette et voilà. Ok. Donc c'est parce que ça, du coup on va y revenir. Ouais, on va y revenir évidemment. Mais parce que du coup toi, en parallèle de tes jobs,
Ça fait longtemps que tu fais de la céramique ou est-ce que tu as commencé assez tard? J'ai commencé en 2020 aussi, mais plutôt fin d'année. En fait, je sais pas, j'ai vu ce truc-là pointer le bout de son nez sur Instagram, clairement, hein, parce que ça a été propulsé sur les réseaux sociaux il y a 5-4 ans à peu près. Je sais pas, je voyais de plus en plus de céramistes qui émergeaient, qui parlaient de leur production, leur rythme de vie en étant céramiste à leur compte, etc. Et moi, à côté de ça, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je pense que les 2 premières fois où j'ai vu une vidéo, je me suis dit, mais attends, en fait, il faut vraiment que je fasse ça. Je sais pas, il y a... Et parce que tu as fait un compte Insta où tu postais des vidéos, ou alors sur ton compte perso, tu mettais Non, je voyais en fait au début sur mon Explorer, tu vois, toutes ces vidéos-là. Ça m'a donné envie de faire des cours. Donc j'ai fait des cours. Donc en fait, tu as pris des cours au début. Complètement. J'ai pris des cours en hobby, mais enfin, c'était même pas régulier à la base. Hein. J'en prenais un par-ci, par-là, et je me disais, il faut que je me perfectionne, faut que je me perfectionne. Mais il y avait un peu un truc de, je sais pas, j'étais obsédée quoi. J'avais mis des œillères, il fallait que je fasse de la céramique. Un peu obsessionnelle. C'est étonnant. Ouais, un peu obsessionnelle, légèrement. Et du coup, j'ai fait pas mal de cours quand j'étais à Paris à l'époque. Après, j'ai dû déménager dans le Grand Est pour suivre mon mec. Et il y avait beaucoup moins de cours, donc j'étais un peu frustrée. Je revenais à Paris les week-ends pour en faire et tout. Enfin, j'étais quand même assez déterminée. Et en fait, en 2022, début d'été 2022, j'ai trouvé un site à Paris d'une école en fait, de céramique, mais pour le coup qui te professionnalise, c'était plus des cours hobby. Et donc à ce moment-là, tu étais encore en CDI? Ouais, j'étais encore en CDI complètement chez Azurtis. Et en fait, ce qui me permet, parce que je voulais pas quitter mon job pour faire des cours, enfin clairement c'était pas possible, il faut aussi payer son loyer et sa bouffe. C'est sûr. Donc je pouvais pas faire ça. Mais je me suis trouvée donc cette école qui faisait en fait des cours les week-ends et un week-end sur 2 pendant toute une année scolaire en fait de septembre à juin pour préparer le CAP. Alors le CAP en tant que céramiste, t'en as pas besoin pour vendre tes pièces, on ne te le demande pas. Tu vends ce que tu veux, t'as pas besoin d'avoir un diplôme. Mais j'avais l'impression quand même que ça allait me donner une certaine rigueur, que ça allait me forcer à bosser, que ça allait un peu statuer... Professionnaliser ma situation. Et puis c'est un peu un truc de syndrome de l'imposteur aussi, mais une fois que t'as un diplôme, t'as l'impression que t'es plus légitime, ce qui est nul. Hein. Mais je sais pas, dans ma tête, ça marchait comme ça. Donc du coup, je me suis inscrite dans cette école et d'y aller un week-end sur 2, ça me permettait de garder mon job la semaine sans problème et voilà, de faire mes allers-retours à Paris. Parce qu'au final, il n'y avait que des gens comme toi qui étaient aussi en Quasiment, ouais. en CDI. Il y avait 2-3 retraités, il y avait une nana qui était au chômage, mais tout le reste, c'était que des filles qui avaient un job la semaine et qui venaient ici un week-end sur 2. Et ça, en fait, je pense que ça a tout changé parce que tout de suite, j'ai énormément progressé versus un cours hobby où on te montre vite fait comment faire un bol, mais bon, voilà, c'est pas avec ça que tu vas produire des choses à la chaîne, etc. J'ai présenté mon CAP et je l'ai passé en juin et donc je l'ai eu. Voilà. Et à l'issue de ça, après, je sais pas, tout était aligné pour que je me lance, quoi. Et parce que au milieu de tout ça, du coup, t'es tombée enceinte? Ouais. En fait, je pense que j'ai fait ma candidature pour cette école et une semaine après j'ai su que j'étais enceinte et je me suis dit oh merde, enfin non, j'étais hyper contente mais galère quoi, galère parce qu'à la fin je tournais avec mon énorme bide qui touchait mon tour parce que enfin je sais pas si tu vois un peu la position mais t'es un peu penché en avant. Donc j'avais mon bide qui touchait la girelle, enfin le cardan, ce qu'on appelle, c'est le bas qui est autour de ton tour. Donc c'était un peu galère, mon fils qui me donnait des coups dans les côtes pendant que j'essayais de tourner. Donc j'étais là, oh là là, ok, on va galérer. Mais voilà, enfin bon, ça c'est fait, franchement, c'était fatigant de faire les allers-retours quand t'es enceinte de 7 mois, mais tu le fais. Surtout quand c'est un truc que t'adores, tu vois, c'était pas une corvée pour le coup, je me régalais. Donc voilà, j'ai présenté mon CAP, mon fils avait genre 2 mois et demi. Bon, au final, ça s'est bien passé, donc voilà. Ok, et à quel moment tu t'es dit, je quitte le job actuel et je me lance dans l'entrepreneuriat? Déjà, j'ai eu mon congé mat au printemps, mon fils est né en avril. Après ça, je travaillais mon CAP en profitant de lui aussi, mais dès qu'il dormait, j'avais mon livre avec tous mes trucs de CAP qu'il fallait que je connaisse par cœur. Et en fait, dans l'été, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être allée aussi loin dans mon projet de céramique, avoir autant d'idées, avoir autant envie. Et que ça te passionne. Et que ça me passionne. Et à côté de ça, garder ce job qui m'apprenait encore énormément de choses. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait une étape dans ma vie là qu'il fallait que je prenne. Et en fait aussi, un peu dédramatiser le truc, c'est que moi j'avais l'impression, quand j'en parlais aussi autour de moi, qu'à partir du moment où tu quittes un job et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est genre, c'est fini pour toi, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière, le truc hyper stressant, hyper dramatique. Mais en fait, je me disais, mais au pire, c'est pas grave, genre j'essaye.
Et moi, je pense même qu'au contraire, il y a des boîtes qui valorisent ça, le fait de s'être mis à l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, elles auraient raison de le faire parce que tu apprends énormément de choses. Je pense que pas toutes les boîtes ne valorisent ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent quand même le valoriser. J'espère parce que si un jour ça marche pas, il faudra que je trouve un job. Mais tu vois, je me suis dit aussi, stop de m'angoisser à ce point-là. Parce que vraiment, j'avais l'impression que je jouais genre ma vie, quoi, que j'allais dormir sous un pont si ça marchait pas. Après, je suis pas non plus folle, je le fais en ayant quelques sécurités, je sais que j'ai mon conjoint aussi. Après, c'est une discussion de couple que tu dois avoir, tu vois. Tu dois pas tout envoyer péter quand tu vis à deux, que tu as un enfant et tout. C'est quelque chose que tu réfléchis à deux. C'est aussi une sécurité, on va dire, financière, encore plus quand tu as un enfant. Je vais pas pouvoir donner à manger à mon fils parce que j'ai voulu faire de la céramique. C'est pas comme quand on a 21 ans qu'on se lance et que au pire, on dort dans une tente. Tu dors chez ton pote pendant 6 mois. C'est ça, mais bon, quand tu as un enfant, c'est vrai que les responsabilités sont plus les mêmes. C'est clair. Et c'est vrai que c'est rigolo, c'est assez atypique, moi je trouve, de se lancer au moment où on a un enfant. Parce que quand même l'entrepreneuriat c'est aussi une prise de risque. C'est une énorme prise de risque. C'est une énorme prise de risque et donc de le faire à ce moment-là, c'est hyper atypique, mais c'est en même temps très bien parce que du coup ça t'a un peu ouvert les yeux d'avoir ton fils et tu t'es dit. En fait c'est ça. Je me suis dit j'ai pas envie que. C'est pas non plus un modèle que j'ai envie de lui donner. J'étais pas malheureuse dans mon autre job, mais je veux dire j'avais vraiment envie de ce truc d'apprendre. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi ça ce que j'adore. Travailler pour soi. Ouais, déjà, travailler pour soi, c'est un énorme plaisir. Tous les matins, je me lève, je sais que si je produis, je peux vendre. Si je reste là à regarder la télé, il se passe rien, quoi. C'est aussi ça, quoi. Mais c'est hyper motivant. Je savais que je pouvais le faire, mais si je tentais pas l'aventure, j'allais m'en vouloir toute ma vie parce que là, vraiment, c'était le moment pour le faire. J'avais cette pièce que je pouvais transformer en atelier, travailler à domicile et du coup, ne même pas avoir de loyer à payer parce que ça, c'est un énorme truc aussi. Quand tu te lances et que tu as des charges fixes, c'est hyper compliqué parce que quand tu te lances, déjà le premier mois, à part produire, il se passe pas grand-chose. Si tu as la chance de faire quelque chose. Déjà, j'ai envie qu'on revienne sur le fait que tu as fait une rupture conventionnelle. Oui, exactement. Pour pouvoir... Alors ça, c'est vraiment... je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer. C'est un tips énorme et un hack de la vie que si tu as la chance de pouvoir avoir, fais-le. Donc en France, tu peux demander une rupture conventionnelle à ta société. En fait, au lieu de démissionner, tu demandes cette rupture conventionnelle. Si ta société est d'accord, dans ce cas-là, en fait, tu as des indemnités de rupture conventionnelle qui peuvent déjà t'aider à lancer ton business parce que tu as un petit coussin, on va dire, financier qui t'aide. Et deuxièmement, aussi, tu as le chômage. Donc en fait, moi là, j'ai le chômage maintenant, c'est un peu moins, mais j'avais le chômage pendant 1 an et demi quand j'ai commencé. Et donc ça me permet en fait déjà de toucher de l'argent tous les mois et de ne pas, alors je me rémunère pas sur ma société actuellement, tout ce que j'engrange entre guillemets comme vente, ça me permet de rembourser les frais que j'ai investis moi dans les matières premières, dans mon four, dans mon local, etc. Bien sûr. Donc je peux juste prendre cet argent-là, mais je peux pas me payer de salaire vu que j'ai le chômage. Mais au moins tu as une période tampon. J'ai une période tampon qui est tu as des revenus qui rentrent et en même temps toi tes ventes tu peux t'en servir pour amortir ton matériel. C'est ça, ou pour réinvestir aussi dans ta société. Bien sûr. Une fois que tu as remboursé ton matériel, tu peux réinvestir dans ta société et ça c'est énorme. D'ailleurs je l'avais dit à ma manager. Voilà, moi, si j'ai cette rupture, c'est génial, je peux le faire. Par contre, si je ne l'ai pas, c'est impossible. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me permettre de démissionner, de ne pas avoir le chômage pendant 1 an et demi. Oui, parce que sinon, la première année... Non, mais c'est ça, tu fais très peu de ventes. Alors, moi, j'essaie de donner des cours aussi de céramique en parallèle. Et ça me permet, en fait, de joindre les deux bouts, entre guillemets, et d'essayer de rendre le truc pérenne pour la suite. Ok. Bon, voilà. Trop bien. Et donc là, du coup, comment tu t'organises la journée? Parce que, du coup... Tu fais de la céramique, mais après il faut aussi les vendre, être présent peut-être sur des marchés, sur des places de vente on va dire. À côté tu donnes aussi des cours. Est-ce que tu as une organisation précise ou est-ce que vraiment c'est... C'est un peu à la semaine on va dire. En fait le dimanche je regarde un petit peu tout ce que j'ai prévu dans la semaine et j'essaie d'organiser des plages horaires pour allouer à telle et telle tâche. En fait ça dépend aussi des cours que je donne, donc des fois c'est genre toute une après-midi un lundi, parfois c'est le samedi et le dimanche, donc là c'est chouette parce que du coup la semaine j'ai ma semaine de dispo. En fait ça dépend aussi des productions que j'ai en cours, quand j'ai des petites commandes, quand on me demande tel ou tel produit, j'essaie de le faire entre guillemets le plus vite possible parce que en fait en céramique parfois par exemple tu fais un mug, ça se passe très bien, tu le mets à la cuisson et en fait tu as une fissure qui apparaît donc il faut que tu le refasses. Donc il faut aussi et quand tu dois le refaire tu repars de zéro? Ouais. Okay. Mais tu peux réutiliser la matière? Pas si elle a été cuite une fois. Alors si au séchage il fissure, tu le
c'est que ça a séché trop vite ou qu'il y a des petits aléas de la vie, tu le refais, mais s'il a cuit, c'est mort. Donc tu repars de zéro. Et donc en fait, en général, pour pas faire attendre trop les gens quand j'ai des commandes, parce que en fait ça aussi c'est un truc très, très difficile, mais les gens ne sont plus habitués à attendre quand ils veulent acheter quelque chose, parce qu'on est habitué à avoir tout de suite. Quand tu commandes sur Amazon demain tu l'as, voilà. La céramique c'est quelque chose de très lent. Et donc en fait, entre une commande et moi qui livre le produit, il se passe environ 3 semaines. Parce que le process, ça dure combien de temps vraiment de fabrication ouais. Donc je vais te donner l'exemple d'un mug. Donc je vais le tourner, ça me prend 5 minutes, même pas. Ensuite tu dois sécher, on va dire 24 heures, un peu plus peut-être, pour avoir une texture qui s'appelle cuir, donc qui n'est pas cuite, juste séchée, mais pas trop sèche non plus pour que je puisse mettre une anse si le client veut une anse, ou si moi je veux mettre une anse. Ensuite, j'attends qu'il sèche complètement, qu'il n'y ait plus d'eau dans la pièce pour qu'elle puisse cuire, parce que s'il y a de l'eau dans la pièce quand elle cuit, elle explose. Donc, s'il faut attendre bien. Ensuite, tu la mets dans ton four. Ça cuit, on va dire, 13 heures plus 24 heures de refroidissement du four. Donc là, déjà, t'as commencé lundi, on est déjà la semaine d'après, le temps que ça sèche et que ça cuise. Ensuite, tu vas l'émailler, donc c'est-à-dire que tu vas mettre en fait le vernis ou la couleur, le vernis, couleur, etc. sur la pièce pour le décor et pour la protection et pour le fait que ce soit alimentaire aussi. En fait, ce vernis, il permet de nettoyer ta pièce et que le café, le lait, machin, se mettent pas dans les pores de la terre et du coup rendre la pièce sale. Et ensuite, tu le refais cuire une deuxième fois. Et là, c'est une cuisson qui est un petit peu plus lente selon l'émail aussi que tu mets et qui monte plus haut. Et donc, à l'issue de ça, ta pièce est finie. Mais voilà, en moyenne, tu as entre 2 semaines et demie et 3 semaines, selon les temps de séchage. C'est énorme. Ouais. Mais du coup, après, j'imagine que tu peux en faire plein en même temps. Oui, bien sûr, mes fours sont remplis à ras-bord. Tout ce que je peux remplir, vu le coût de l'électricité et même la consommation, t'as pas envie de faire tourner des fours à vide, ce serait complètement stupide. Donc, ouais. Ah ouais, ça prend du temps. Et donc, toi, est-ce que du coup, tu fabriques et après, tu essaies de vendre ? Ouais, ça dépend. Ou est-ce que tu attends les commandes et après tu fabriques ? Non, les deux en fait. Moi, je fabrique des pièces auxquelles je pense et que j'ai envie d'essayer sur le marché, entre guillemets, voir si ces formes-là, elles plaisent ou elles plaisent pas. Et en plus de ça, j'ai des gens qui m'écrivent ça j'adore, mais je les verrai en grande taille. Est-ce que tu peux me les faire en grande taille ? Est-ce que tu peux couleur. Voilà, ou de telle couleur, etc. Pour l'instant, c'est plutôt ça comme business model que j'ai. Après, encore, je vais le répéter, mais je suis vraiment dans une phase, on va dire, embryonnaire de mon business. C'est-à-dire que je me cherche encore en termes de forme. Je n'ai pas encore une collection établie ou des modèles qui sont les miens et que je me suis approprié et que je sais que c'est ça ma marque de fabrique. Okay. Pour l'instant, en fait, je cherche un petit peu aussi les limites. Qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas ? Ah, et si je faisais cette tasse-là dans un autre fini ? Et si je faisais ça en plus grand ? Et si je faisais plus de vases ? Et si plus d'assiettes ? Enfin, tu vois, je suis encore un peu en train de tâter le terrain. Après aussi, est-ce que, tu vois, je sais pas si les gens attendent entre guillemets des pièces différentes qui tombent souvent, ou est-ce qu'ils attendent un peu une production plus je sais, tu vois, actuellement, tu n'arrives pas à le... Ouais, je pense que c'est un peu difficile aussi de définir exactement ce que ta cible cherche dans un marché qui est aussi compétitif que la céramique. Aujourd'hui, il y a énormément de céramistes. Okay. Et il y a en plus de ça, beaucoup de façons d'acheter de la céramique beaucoup moins chère. Alors, tu as des gens qui sont sensibles ou pas, mais tu vois, clairement, un mug que moi, je peux vendre... En général, je vends des duos à genre 30 €, donc ça reste quand même... pas si cher par rapport à d'autres céramistes qui existent déjà, mais tu vas chez Ikea, ton mug, tu le payes 3 €, tu vois. Donc comment est-ce que moi je peux justifier que je mets ces prix-là ? Quelle est l'histoire que je raconte à côté qui justifie le prix ? Oui, c'est l'histoire qui fait la différence. C'est l'histoire, c'est l'artisanat, c'est le fait qu'il soit unique, c'est le fait qu'il soit fait ici par moi-même. mais tu vois, c'est hyper différent. Et c'est aussi pour ça que sur mon site, j'ai un encart qui s'appelle Le Prix, où j'explique en fait tout ce qu'on se dit là. Quel est le procédé, le temps que ça prend, les cuissons, etc. Tu justifies un peu. Je justifie mon prix parce qu'en fait, c'est pas rare d'avoir ce genre de réaction. Mais attends, t'es malade, un bol à tel prix, j'ai pas gagné au loto. Oui, mais en fait, c'est totalement différent que si tu l'achetais chez Ikea ou d'ailleurs d'autres compétiteurs. C'est pas la même histoire, c'est pas le même produit, c'est pas le même plaisir quand tu le sors sur la table. C'est vrai que quand on ne sait pas, c'est compliqué de mettre un prix derrière un objet. Parce que, encore une fois, tu es tellement habitué à avoir tout de suite et au plus bas prix possible que quand tu as de l'artisanat qui prend du temps et qui est cher, plus cher, tu as des réactions un peu genre, les gens sont là genre non mais attends, elle est malade, elle a avec son saladier à 40 €. En fait, c'est juste que c'est totalement différent. Et du coup, là, c'est quoi tes plateformes de vente ? Est-ce que c'est en physique, en ligne ?
sur les réseaux, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, j'ai mon site internet, donc j'ai fabriqué toute seule. J'ai pas encore de boutique de revente ou quoi, mais j'y travaille. Enfin, j'ai contacté plusieurs concept stores ou boutiques qui pourraient être intéressées. Après, pour l'instant, rien d'avancé du tout. Et après, les gens peuvent toujours venir, s'ils m'écrivent en physique, voir les pièces que j'ai à l'atelier. Mais c'est pas une boutique, quoi. C'est un atelier un peu rustique, donc voilà. Ça fait du coup maintenant plus de 6 mois que tu as lancé ton entreprise Lulu et Mimosa. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager quelques victoires que tu as eues, personnelles et professionnelles, enfin du coup les deux sont mélangés, et aussi quelques obstacles que tu n'avais pas forcément prévus? Parce que les obstacles classiques, on va dire, on les connaît, les lancements, etc. Mais des obstacles que tu n'avais pas forcément prévus, ça peut être intéressant si tu en as en tête. Ouais. Alors les victoires, clairement les premières commandes. Après c'est que des proches, on va pas se mentir. Quand tu lances ton projet, en général, c'est beaucoup de proches, en tout cas au début, qui sont là. Mais ça fait trop plaisir, c'est trop mignon. C'est tellement sympa. Après, tu as l'impression qu'ils commandent parce que c'est toi. Mais bon, j'espère quand même qu'ils commandent parce qu'ils trouvent ça joli. En fait, ils l'ont rangé dans un placard. Une vieille placard en mode bon, allez, c'est bon. Non, mais ça, c'est adorable. Vraiment, quand je vois. Mais même encore maintenant, je n'ai pas non plus fait 2000 commandes depuis janvier. Parce que alors, les commandes ont commencé. Mon site a été ouvert le 12 janvier. Okay. Donc, j'ai fait un peu mon lancement sur Insta, j'ai mis un message, etc. Et donc, il est actif depuis le 12 janvier. Et depuis, je sais pas, j'ai fait une 50aine de commandes sur le site. Et en parallèle aussi, je vends à des proches, je vends à des gens qui viennent, etc. Mais c'est vrai que les premières commandes, je sais pas, même encore maintenant, quand j'ai un mail où je vois machin à commander, c'est toujours trop chouette, ça met toujours un smile jusqu'ici. Et en fait, les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point ça te fait sourire pendant genre 4 heures. Alors que des fois, c'est des toutes petites commandes, mais c'est trop chouette, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis même en plus des fois c'est pour des occasions, pour l'anniversaire de leur maman, pour leur achat. Je trouve ça hyper chouette qu'après la maman ait un vase à moi chez elle tous les jours dans lesquels elle met des fleurs et qu'elle sort quand il y a une occasion. C'est vraiment chouette d'être aussi dans des moments de vie comme ça. Ou même des petites tasses à café, je trouve ça trop cool tous les matins quand ils se servent leur café, ils pensent à moi, quoi. Mais parce qu'en plus ça, moi j'ai vécu exactement la même chose parce que pour financer le projet, j'ai fait une campagne de financement participatif. Okay. Et du coup, pareil, quand j'avais des dons sur la campagne, c'est le smile. C'est vraiment. C'était moi aussi que des gens que je connais, quasiment que des gens que je connais et des proches. Mais c'est vrai que c'était à chaque fois le smile. J'ouvrais mes mails et je voyais une notification, je me disais oh. Ouais, non mais c'est trop. ouf. C'est trop cute en vrai. Moi vraiment, je passe des trop bons moments à chaque fois. Donc ça, c'est clairement les victoires. Après les obstacles, on a tout le temps. C'est que des galères à gérer aussi. Tu vois. Je sais pas, dans la pratique, encore une fois, le four, ça a été un énorme challenge. En fait, au début, il ne pouvait pas être accordé parce que, ici, on a une installation électrique qui est un peu vieille et Enedis devait venir faire le raccordement. Ils me disent, OK, dans 3 mois. Mais non, en fait, moi, heureusement que j'ai le chômage, du coup, les gars, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte que vous mettez en pause mon activité professionnelle pendant 3 mois. C'est énorme, genre. 3 mois, c'est pas pendant 3 mois, j'ai pas de micro-ondes, c'est pendant 3 mois, je ne peux pas travailler. Je produis pour en attendre que ce soit cuit, mais du coup, j'avais des étagères pleines à craquer et je ne pouvais rien cuire. Et heureusement, on a trouvé un truc. On a changé la conception du branchement. Je comprends pas grand-chose, mais voilà. Et du coup, ils ont pu venir plus tôt parce que c'était une manipulation moins lourde, mais c'est énorme. Ça, c'est que des trucs où on peut pas se... Mais non. On le sait pas. Non, tu le sais pas. Et en fait, tu fais ta demande naïvement sur Enedis et en fait, le mec vient jamais. Donc voilà, mais sinon, il y a plein d'autres obstacles. Ouais, j'imagine. Tu as dit dans un de tes posts cette phrase « Il y a clairement des jours où je me demande pourquoi j'ai voulu troquer la sécurité d'un CDI bien payé pour un job dans lequel je ne sais pas où je vais. » Est-ce qu'en vrai de vrai, tu sais pourquoi tu l'as fait ou est-ce que cette phrase, vraiment, tu la penses souvent? Non, bien sûr que je sais pourquoi je le fais. Après, c'est vrai qu'il y a des matins où, typiquement, tu ouvres un four où il n'y a que des catas dedans. Tu te retournes, je sais pas, tu fais tomber la pièce que tu viens de travailler pendant 3 heures et tu es là, mais waouh, genre stop, tu vois. Il y a aussi des jours aussi dans l'entrepreneuriat, même si tu adores ce que tu fais, faut pas trop romantiser le truc. Ouais. C'est plutôt ça, moi, qui me pose problème. C'est que parfois, quand tu t'es jamais lancé et que tu écoutes... moi, je suis une fan de podcasts d'entrepreneurs. J'écoute ça toute la journée à l'atelier. Déjà, des fois, j'en ai besoin parce que ça me rebooste un peu. Mais aussi, des fois, quand tu écoutes et que c'est des gens qui, en fait, sont entrepreneurs depuis 40 ans, qu'ils ont lancé 2-3 business à succès et en fait, ils sont hyper confortables dans leur situation. T'as l'impression que c'est hyper simple. Alors... Oui, et puis eux, ils arrivent à mettre limite des œillères sur les petits trucs du quotidien
qui sont rien de grave, oui, de très sûr. grave. Parce qu'à leur échelle, c'est pas grave, mais à la tienne, ça l'est, tu vois. Et puis ils ont des employés qui gèrent ce genre de trucs aussi. Ça. Et en fait, faut pas se dire que c'est si simple que en 3 mois, tu vas roder le truc et que tu vas trop bien gagner ta vie et que ça va vraiment être le rêve et que tu prends tes vacances quand tu veux et qu'en fait, si à 15h tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Oui, mais du coup, pendant 2 heures, enfin pendant 3 heures, 5 heures, j'en sais rien, personne n'a produit un truc à vendre, tu vois. Donc en fait, t'es juste pas rémunéré quand tu travailles pas, quoi. T'as pas de congé maladie, t'as pas de congé maternité, tout ça. Enfin, tu vois, quand t'es femme entrepreneur aussi, il faut l'avoir en tête. C'est aussi super important à savoir, et je trouve encore plus quand t'es une femme, même si je veux pas faire de différence. Mais tu vois, typiquement, si je veux un 2e enfant, en fait, et que je loue un local, et que je suis enceinte, et que je peux plus y aller parce que je suis trop enceinte, et qu'après j'ai mon bébé, bah pendant 5 mois, je vais payer un loyer, alors que je vais pas pouvoir y aller. Et ça, personne va me dédommager là-dessus, tu vois. C'est sûr. Donc c'est aussi hyper important d'avoir ça en tête. Alors que quand tu es dans un CDI, voilà, tu as un congé maternité, tu as des arrêts maladie si tu es malade, tu peux... Enfin, tu vois, tu as une mutuelle, tu as plein de trucs, tu es payé à la fin du mois. Il faut penser du coup à toutes les facettes, évidemment, avant de se lancer. Bien sûr. Pour être sûr de son choix et pas regretter au bout de quelques mois quand on se rend compte que... Oui, et au pire, si tu regrettes, c'est pas grave, tu peux retrouver un job, mais bon, du coup... Oui, on peut toujours rebondir, il y a des portes de sortie partout. C'est clair. C'est clair. Ok. Bon, évidemment, je mettrai les liens du coup pour s'il y en a qui veulent faire des commandes. Avec plaisir. J'ai quelques petites questions pour finir sur ta vision sur l'entrepreneuriat de manière un peu plus générale. Est-ce que pour toi, tu penses que l'entrepreneuriat est ouvert à tous ? Oui, clairement. Oui. Bah ouais, je vois pas pourquoi ce serait pas ouvert à tous. Je pense que tu peux te lancer à n'importe quel moment de ta vie. Je conseille quand même, dans les très grandes règles générales, d'avoir eu quelques expériences en entreprise pour que tu aies quand même, pour que tu aies quand même, tu vois, une rigueur, que tu saches travailler, que tu connaisses aussi un peu peut-être pas le marché dans lequel tu te lances. Moi, j'avais jamais eu d'expérience en céramique, mais je sais aussi comment ça marche, le digital, la vente en ligne. J'espère en tout cas ne pas être trop déconnectée de ce que souhaite le marché. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à sonder dans mes expériences précédentes. Donc je pense qu'il faut au moins une petite expérience en entreprise avant de te lancer. Je dis peut-être une bêtise, il y a des entrepreneurs qui ont dû se lancer et faire des énormes succès alors qu'ils n'avaient jamais bossé pour une boîte, tu vois. Et c'est génial et je suis encore plus admirative de ça. Mais je pense que c'est pas la majorité. Et pour avoir la tête sur les épaules et une vision quand même, on va dire, vraie du marché, c'est bien d'avoir quand même déjà travaillé dans une boîte et connaître un peu les codes, quoi. Ok. Et puis aussi, je pense que ça dépend aussi dans quel secteur. Oui, complètement. On commence parce qu'il y a des secteurs où il y a besoin de plus de connaissances que d'autres. Oui, où tu as des plus grosses barrières à l'entrée. Exactement. Je trouve aussi que l'entrepreneuriat, c'est hyper différent selon le secteur où tu veux te lancer. Si tu bosses dans du digital, si tu veux te lancer, genre, je sais pas, un studio créatif digital, tu as besoin d'un ordi et d'un logiciel. Ok. Tu veux te lancer dans l'hôtellerie, faut que tu achètes un hôtel, tu vois, là c'est chaud quand même. C'est sûr. Ou un resto, mais là aussi, tu vois, tu as énormément plus de frais, tu es obligé de recruter tout de suite. C'est aussi ça qui est très différent en fait. Tu n'as pas du tout les mêmes frais selon les projets que tu veux lancer. Alors soit tu as énormément d'argent de côté, ou tu arrives à faire un énorme prêt parce que la banque te suit, parce que tu as un sujet béton, trop bien. Mais c'est des projets que tu abordes très différemment. Ouais, je vois. Et pour finir, dernière petite question. Est-ce que tu peux définir l'entrepreneuriat en 3 mots ? Waouh. Je dirais liberté, rêve et motivation, parce que tu as intérêt à en avoir un max pour te relever à chaque fois de tous ces obstacles que tu as. Et je sais pas, et je rajouterais peut-être genre tête sur les épaules, parce qu'il faut vraiment être conscient du risque que tu prends, mettre toutes les chances de ton côté pour réussir et prendre beaucoup de recul par rapport à ce que tu offres. C'est-à-dire que, je parle dans tous les sens, mais il y a des jours où, tu sais, je regarde mes pièces et je me dis, mais attends, genre, pourquoi les gens achèteraient ça en fait ? Tu vois, il faut toujours te remettre en question et te dire, faut pas non plus t'enterrer, pas toute la journée te dire, je suis nulle, je vais pas y arriver. Mais au contraire, moi je pense. Oui, je pense complètement, mais prendre du recul aussi, à tout le temps rechallenger ce que tu proposes. Genre, pourquoi Pierre-Paul Jacques irait acheter ces pièces-là alors qu'il ne me connaît pas, qu'il ne connaît pas mon histoire, comment je vais la lui raconter, comment je vais essayer à chaque fois d'avoir une offre qui est encore plus alignée avec ce que les gens veulent.
mais pas non plus plaire au plus grand nombre parce que c'est pas ça que je veux. Je veux pas faire une marque que tout le monde achète parce que déjà j'ai pas la capacité de production. Mais tu vois, te démarquer, enfin c'est, je sais pas, 3 mots c'est vraiment très compliqué, c'est genre 15 minutes. Mais voilà. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je pense que c'était très inspirant et ça a dû donner des idées à pas mal de monde. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.